One Piece est une œuvre fantastique. Qu'on l'aime ou qu'on la déteste, on ne peut nier le fait qu'elle est très bien écrite. Que ce soit pour son univers, ses personnages et ses légendes, Oda a fait un excellent travail. Cependant, il ne faut pas faire une Gilbert Montagnier et ignorer que, comme dans toute œuvre, il y a des choses qui sont un peu débiles. Des choses qui n'ont pas forcément d'explication et qui, avec le temps, ne font plus trop sens. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je suis ici pour mettre le doigt là où ça fait mal. Parce que voilà les gars, on peut pas tout le temps maxer One Piece. Et une œuvre, c'est fait pour être critiquée. Ainsi, je vais vous présenter 7 choses que j'ai trouvé totalement débiles dans One Piece et je vous attends dans les commentaires pour me donner votre avis sur ce que je vais vous présenter. Et avant de commencer, vous connaissez la chanson Gomu Gomu no pouce bleu pour la force et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à rejoindre l'équipage en vous abonnant. Allez, c'est parti. Les fruits du démon sont censés être légendaires. Alors je pense qu'on est beaucoup à s'être fait la réflexion, mais au début de One Piece, l'existence des fruits du démon était une rumeur. À chaque fois que quelqu'un voyait Luffy utiliser le fruit du caoutchouc, les personnages étaient tous là en mode waouh, tu posséderais donc les pouvoirs d'un fruit du démon. Je pensais que ce n'était qu'un mythe. Puis, une fois arrivé sur Grand Line, c'est simple, un bon 90% des adversaires des Mugiwara possédaient un fruit du démon. C'est limite si aujourd'hui c'est pas chelou de voir un personnage sans. Ainsi, je me demande pourquoi Oda a fait croire à tout le monde au début que les fruits du démon c'était quelque chose d'extraordinaire. Et je sais que certains vont me dire que la raison c'était parce qu'on était sur East Blue et que par conséquent, vu que c'est la plus faible des mers, eh ben, les fruits du démon c'est peu fréquent là-bas. Sauf que je pense que la majorité des humains qui habitent le monde de One Piece connaissent les légendes comme Roger, Barbe Blanche, etc. Donc par extension, ils devaient être au courant de tous les pouvoirs un peu fous qu'il existe dans ce monde. Pire que cela, il y a carrément une encyclopédie universelle qui recense tous les fruits du démon. Alors à moins que Oda nous révèle par la suite que les habitants d'East Blue ne savent pas lire, le fait que la majorité des habitants ne connaissent pas l'existence de ces fruits est étrange. Shanks s'est fait bouffer son bras. Alors ça pour le coup, on peut me dire ce qu'on veut, on peut me donner les plus beaux arguments, mais faire perdre à Shanks son bras alors qu'il allait devenir l'un des plus grands empereurs de ce monde, ça reste une décision vraiment débile. Rendez-vous compte, le frérot s'est fait blesser par un monstre que le Luffy du début de l'aventure a fumé en un seul coup. Shanks l'empereur s'est fait battre par tout qui dit arme. Ouais, on lui a donné un nom tellement ce monstre marin a choqué les gens. Bref, pour donner du contexte à cet événement, certains te diront que c'est parce que Shanks a voulu faire un pari sur l'avenir en sacrifiant son bras. Alors je sais pas ce que c'est cette pratique bizarre, mais il aurait pu peut-être tout simplement lui confier son chapeau de paille au lieu de le traumatiser. Le pauvre Luffy à 8 ans, il a vu en 4K un roux se faire déchiqueter le bras avec du sang partout. Non mais sérieusement, s'il l'a fait exprès, à quoi pensait Shanks? Et après il y a ceux qui me diront « Non mais tu comprends pas, sans ça, Luffy n'aurait jamais eu le même parcours et la même volonté. » Et encore une fois c'est faux, parce que Luffy était déjà déterminé à devenir un pirate. Et si Shanks l'avait laissé seul, Luffy aurait continué à s'entraîner pour rejoindre les mers à 17 ans. Bon, après le verdict est tombé. Apparemment c'est juste un éditeur de Eiichiro Oda qui lui a dit que ce serait plus cool si Shanks perdait son bras. Et Oda, en entendant ça, il a dû dire « Bien vu chacal, je fais ça tout de suite. » Bon, après petit disclaimer, effectivement la scène est cool et impactante, mais soyons honnêtes 2 minutes, la forme reste un peu débile. La mort de Pell. Vous le savez, les morts, c'est pas la tasse de thé de Oda. En effet, lui-même l'a déclaré, il n'aime pas faire mourir ses personnages. Car oui, il préfère les faire mourir métaphoriquement. Dans le sens où pour Oda, à partir du moment où Luffy bat un adversaire, il lui ôte toute volonté. Ce qui pour un pirate est bien pire que la mort. En soi, c'est une décision que j'accepte et que je respecte. Mais pourtant, Oda ne cesse de s'amuser à mettre en place des situations de mort imminentes pour les désamorcer à chaque fois. Et j'ai plusieurs exemples qui me viennent en tête. Kinemon dans l'arc Wano qui se fait poignarder dans l'abdomen et qui en fait non, il s'était pas bien collé dans l'arc Punk Hazard, donc il a rien eu. Pareil, on a Pound qui devait se faire trancher la tête par Oven, mais le voilà plus tard sur un bateau tranquillement. Aucune raison donnée, mais il est au max. Bref, tout ça c'est rien comparé à la fausse mort la plus iconique de One Piece, la mort de Pell. Pour vous remettre dans le contexte, chapitre 208. Une bombe à Alabasta va tout détruire et tuer tous les citoyens. Le compte à rebours est sur le point d'atteindre 0 et dans un élan héroïque, Pell, doté du Zoan du Faucon, prend la décision de porter la bombe dans les airs et de se sacrifier. Il fera même un discours d'adieu à Vivi, lui disant que c'était un honneur d'avoir servi la famille Nefertari. Tout le monde est en émoi, la scène est tragique et bam, on a le droit à une explosion immense. Tout ça pour retrouver quelques temps plus tard Pell avec des grosses cicatrices. Alors je sais que beaucoup vont me dire que Oda a choisi de ne pas faire mourir Pell dû aux événements tragiques du 11 septembre, mais le problème c'est que sa non-mort reste un truc débile. En effet, le chapitre se concentre principalement sur son sacrifice. L'accent a bien été mis sur les émotions. Mais le truc c'est que si on relit ce chapitre, on ne ressentira plus du tout les mêmes émotions. Cette scène a juste perdu en profondeur à partir du moment où Oda a choisi de maintenir Pell en vie. Et à mon humble avis, c'est ça qui est un peu dérangeant avec les fausses morts dans One Piece. C'est que lorsque l'on relit une histoire, on n'arrive plus à ressentir les mêmes émotions, tout simplement car
car l'attention a été enlevée. L'amnésie de Sabo. Je pense que là, on arrive sur un gros morceau. En effet, pour moi, l'amnésie de Sabo, c'est le truc qu'il ne fallait absolument pas faire avec ce personnage. Pourquoi? Tout simplement parce que ça ne tient pas debout. Très récemment, nous avons vu que Portgas the Ace apparaissait fréquemment dans les journaux. En effet, c'était un rookie. Et en tant que rookie, il a fait pas mal de bruit en battant, par exemple, un grand corsaire. Donc maintenant, vous allez me dire que Sabo, qui est au courant de toute l'actualité, n'a pas vu la photo de son frère. Il n'a pas réagi. S'il vous plaît, les gars, un peu de sérieux. Il a attendu que ce soit écrit en lettres capitales, taille 120, Portgas the Ace est mort pour se réveiller. Pour tout d'un coup se dire « Oh, mais j'ai un frère, en fait !» Et ne me dites pas que Sabo, il sait pas lire ou alors il s'intéresse pas aux news. C'est un révolutionnaire. Il marche aux côtés de Dragon. Donc s'il y a bien un groupe qui doit être tenu au courant des événements de ce monde, c'est bien les révolutionnaires. Ainsi, je pense que Oda n'avait pas forcément prévu de ramener Sabo au départ. Parce que pour moi, rendre un personnage amnésique, c'est la carte de la facilité scénaristique. D'autant plus que là, on parle pas d'une petite amnésie. Elle a duré un bon moment. 12 ans pour être plus précis. Et 12 ans, c'est énorme. On rappelle que pour Big Mom, étrangement, son amnésie n'a duré que l'espace de quelques heures. Et là encore, j'en parle même pas parce que c'est également pour moi une facilité scénaristique. Luffy doit être libéré de la prison du don. Tiens, on va lui envoyer un empereur qui va tabasser tout le monde. Bref, quoi qu'il en soit, j'espère juste que Sabo n'oubliera pas qu'il a également un autre frère et qu'il viendra lui porter assistance en cas de besoin. Katakuri et son paramécia spécial. Qu'est-ce qu'un paramécia spécial, les gars? Oda n'a jamais répondu à cette question. Ça veut dire qu'à un moment donné, il s'est dit « Oh, ça c'est pas un paramécia normal. Ça, c'est un paramécia spécial. » En fait, ce qui est marrant, c'est que généralement, concernant les pouvoirs, on a toujours une explication détaillée par la suite. Et j'ai l'impression qu'Oda s'est juste perdu dans ses idées. En effet, au départ, le fruit du mochi était censé être un logia. Puis, c'est par la suite qu'il y a eu un changement dans les databooks et qu'il a été défini comme un paramécia spécial. Ainsi, j'ai une théorie vis-à-vis de cela. Pour moi, si le fruit du mochi n'est pas un logia, alors qu'il en a toutes les caractéristiques, c'est tout simplement parce que le mochi n'est pas un élément naturel, à contrario du magma, de la glace ou encore de la lumière. Maintenant, j'espère qu'un jour, Oda prendra le temps de nous présenter toutes les subtilités d'un fruit du démon et leur classification, car c'est vrai qu'avec Oda, normalement, on est habitué à avoir tout le temps des informations claires et précises. Et cette histoire de paramécia spécial, c'est un peu l'exception. Le Gorosei qui s'en tape de Luffy. Alors là, les amis, c'est quelque chose dont il faut vraiment qu'on parle. On le sait tous maintenant, Luffy a un fruit du démon très spécial, puisqu'en effet, on pensait tous qu'il avait le paramécia du caoutchouc, mais en réalité, il a le Zoan mythique du dieu soleil Nika. Rien que ça. Bon, jusque-là, vous me suivez. Maintenant, il faut savoir quelque chose. C'est que le Gorosei était au courant. Ils n'étaient pas simplement au courant de la légende de Nika, mais ils étaient bien informés sur le fait que le Gomu Gomu no Mi était ce fruit mythique. Un fruit qu'ils tentent de récupérer depuis plus de 800 ans, mais qui leur a toujours échappé. Donc maintenant, ma question c'est la suivante. Pourquoi ils ne se sont pas réveillés plus tôt? Non, parce que avant cela, Luffy c'était un petit noob. Il venait juste d'arriver sur le terrain, donc pourquoi ne pas l'avoir cueilli à ce moment-là? Pourquoi avoir attendu qu'il éveille ce fruit de fou? Voilà, si vous étiez intelligent, vous vous en occupiez très tôt, vous l'exécutez, vous récupérez le fruit du démon, et c'est terminé. Non, parce que j'insiste, le Gorosei a quand même bien patienté avant de faire quelque chose. Récapitulatif, ils ont attendu que Luffy batte quasiment tous les grands corsaires, participe à la grande guerre de Marineford, un endroit où ils auraient pu d'ailleurs s'en débarrasser facilement. Ils ont même patienté jusqu'à ce qu'il tape un second empereur, puis c'est au moment où il a commencé à affronter Kaido qu'ils se sont dit « Ah ouais, là peut-être faut qu'on se réveille et qu'on fasse quelque chose ». Et dites-vous que même à ce moment-là, ils ont simplement envoyé un membre du CP0 se charger de cette mission capitale. Alors maintenant les gars, expliquez-moi pourquoi ce conseil des 5 clowns n'a absolument rien mis en place pour arrêter cette menace grandissante qu'est Luffy. Le truc le plus débile maintenant, c'est que juste après que la prime de Luffy soit annoncée, le Gorosei ne voulait pas que le 10 soit affiché dans son nom. Et surtout, il ne voulait pas montrer la photo de Luffy en forme Gear 5. Les gars, j'ai envie de vous dire, c'est maintenant que vous vous réveillez. En plus, le move, il est totalement débile. Pour la photo de Luffy Gear 5, je peux comprendre pourquoi vous voulez l'enlever. Mais maintenant, quelle est l'utilité d'enlever le D? À croire, les gens, ils vont le dire, ah mais oui, c'est Monkey Luffy. C'est pas du tout Monkey D. Luffy. C'est pas comme s'il y avait des millions d'autres avis de recherche avec écrit Monkey D. Luffy. Bref, moi, ma théorie perso, c'est que Oda, il voulait nous expliquer que le Gorosei et le gouvernement mondial en général, ce sont des gros débiles. Et si c'est le cas, bah je peux juste lui dire beau travail. Le cas Mihawk. Alors là, on attaque un morceau sensible. Mihawk, c'est le personnage qui divise le plus. D'un côté, t'as ceux qui te disent qu'il est au niveau d'un empereur, qu'il peut fumer Shanks, qu'il cache sa force spectaculaire pour le bon moment. Et de l'autre côté, t'as ceux qui le traitent de fraude en disant qu'il a peint sa lame en noir, ça me termine à chaque fois, qu'il a affronté personne car il a peur de perdre son titre. Vraiment, les débats autour de Mihawk, ils me régalent. Mais alors, d'où viennent toutes ces critiques? Du simple fait que jusqu'à aujourd'hui, Mihawk n'a presque rien fait. Et contrairement à son rival de longue date, Shanks, il ne nous a jamais sur-hypé. Je veux dire, à part quand il a tabassé Zoro qui venait juste d'enlever ses couches, Mihawk n'a pas eu de moment spectaculaire. Et surtout, ce que je trouve débile avec ce personnage, c'est sa quête personnelle.
personnel, qui est d'affronter des épéistes extrêmement puissants. Sauf que si on peut comprendre pourquoi Mihawk ne veut pas affronter Shanks, dû à son handicap, pourquoi il ne s'est pas amusé à défier des Barbes Blanches, des Kaido ou encore des Big Mom? Certains me diront que c'est parce que ce ne sont pas des épéistes, mais ça reste quand même des combattants à l'épée, qu'on le veuille ou non. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune justification plausible à partir du moment où Zoro, qui on le rappelle poursuit le titre de meilleur épéiste du monde, se bat contre des non-épéistes. Et ce qui est encore plus étrange avec Mihawk, c'est qu'il cherche d'un côté à se poser et à avoir une petite vie tranquille dans les terres du Vinland, mais de l'autre côté, il tabasse des petits et cherche entre guillemets à trouver un adversaire digne de son niveau. Et là, j'ai uniquement mentionné Mihawk, mais il y a aussi le cas de Kaido, qui était, avant l'apparition de Luffy, à la recherche de Joy Boy, un homme qui, selon sa définition, serait le seul capable de le vaincre. Sauf que si vous comprenez où je veux en venir, Kaido aurait très bien pu affronter Shanks. Et là, je vous garantis qu'il aurait eu le combat de sa vie. Quoi qu'il en soit, encore une fois, je fais confiance à Oda pour nous expliquer plus en détail la psychologie du personnage de Mihawk, car en règle générale, lorsque Oda garde le mystère autour d'un personnage aussi longtemps, c'est pour mieux nous choquer. Maintenant, est-ce que les choses que je vous ai présentées sont vraiment débiles? Vous aurez compris que ce terme était plus là pour vous faire réagir. En réalité, les trucs que je trouve débiles sont simplement des petites erreurs de calcul de la part de Oda. Et c'est normal, un travail de plus de 26 ans se doit d'avoir des petites inconsistances ici et là, des choses que l'on trouve un peu bizarres à la relecture. D'ailleurs, ce qui m'étonne, c'est qu'au final, il n'y a pas tant de choses que l'on pourrait qualifier d'incohérents. Je vous mets d'ailleurs au défi de me dire ce que vous trouvez débile en commentaire. Enfin bref, ce que je voulais vous dire, c'est que Oda a tout de même fait un travail exceptionnel, et on ne peut qu'applaudir la rigueur impressionnante dans son écriture.